Vous êtes sur Radio Sans-Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Bonjour à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui? Ah oui, on est dans les Vincianisme 32, notre tisane philo. Et aujourd'hui, on va essayer de faire le pont entre le 2e siècle avec le philosophe indien bouddhiste Nagarjuna et le philosophe français du 20e siècle, Clément Rosset, et voir, contrairement aux philosophes idéalistes occidentaux, sur la convergence possible entre les deux philosophes sur l'absence du concept d'identité tellement présent en Occident. Dans cette tisane philo, donc, vous êtes radiophoniquement liés avec nous, Jean-Luc Ardit à la technique et moi-même au micro. Dans cet épisode, nous allons examiner brièvement les différences entre Occident et Orient. Je trouve que nous ne le faisons pas assez, et pourtant on pourrait s'enrichir de ces deux faces d'un même monde, une même humanité. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons carrément voir la différence de logique entre le logos, donc d'Aristote, et le tétralemme, qui est une logique différente et très orientale et aussi bouddhiste. Vous allez entendre, je pense, et ça va être vraiment passionnant. Alors, commençons la première partie. Nagarjuna, donc ce philosophe bouddhiste indien du IIe siècle, est connu pour sa doctrine de sunyata, ou vacuité, le vide vacuité. Selon Nagarjuna, toutes les choses sont dépourvues de nature propre et d'identité intrinsèque, c'est-à-dire que soi-même on n'existe pas en tant que tel, mais c'est toujours lié à tout le reste. Il soutient que les phénomènes donc ne sont pas des entités indépendantes, mais sont interdépendants et sans essence propre. Cette absence d'identité propre est au cœur de sa philosophie, qui cherche à dépasser les dualités et les catégories rigides de la pensée. Et pour Clément Rosset, qui parle aussi de l'absence d'identité, c'est un philosophe français du XXe siècle. Il explore également l'idée donc de l'absence d'identité dans ses œuvres. Il propose que l'identité est une illusion, une construction mentale qui masque la véritable nature de la réalité, qui est fluide et sans cesse en mouvement. Pour Rosset, l'identité est une tentative de stabiliser et de catégoriser ce qui est intrinsèquement instable et indéfinissable. Alors, la convergence. Donc, on va essayer de voir un peu la convergence entre Nagarjuna et Clément Rosset. Donc, si on parle de la vacuité et l'illusion de l'identité, Nagarjuna signifie que les phénomènes ne possèdent pas d'identité propre, comme on vient de le dire, mais sont des constructions interdépendantes. Et Clément Rosset dit que l'identité est une illusion, une tentative de stabiliser ce qui est intrinsèquement fluide et indéfinissable. C'est voulu que je répète un peu les concepts parce qu'il faut quand même un peu s'accrocher, ils sont tellement passionnants, on ne va pas s'en priver. Donc je répète encore, Nagarjuna, il pense que les phénomènes sont indépendants et sans essence propre, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être compris isolément. Et Clément Rosset dit autrement, la réalité est un mouvement constant et toute tentative de fixer une identité est une simplification trompeuse. Et donc, là, maintenant, on peut articuler l'idée de pouvoir dépasser les dualités. Donc, Nagarjuna, donc, en reconnaissance de la vacuité, on dépasse les dualités et les catégories rigides de la pensée. Et Clément Rosset, en acceptant l'absence d'identité, on embrasse la complexité et la fluidité de la réalité. Et d'ailleurs, Clément Rosset, je me rappelle qu'il disait « moins on se connaît, mieux on se porte ». Et c'est aussi un travail par rapport à l'identité. En conclusion, donc là, on va faire une petite répétition conclusive. La convergence entre Nagarjuna et Clément Rosset réside dans le rejet de l'idée d'une identité fixe intrinsèque, tous les deux d'ailleurs. Et tous deux nous invitent à voir au-delà des constructions mentales et à reconnaître la nature fluide et interdépendante de la réalité. En faisant cela, ils nous encouragent à adopter une perspective plus ouverte et plus flexible sur l'existence et la connaissance. Nous voici déjà en deuxième partie.
Oui, je tiens mes promesses. Je fais plus court, comme exprimé auparavant dans l'émission précédente. Nous allons essayer de comprendre cette fois-ci la différence de logique et de pensée entre l'Occident et l'Orient. Donc, le logos dans la philosophie occidentale, son origine et son signification, elle trouve en fait dans la philosophie grecque ancienne, notamment chez Héraclite, qui l'utilise pour désigner la raison universelle qui structure et ordonne le cosmos. Plus tard, les philosophes stoïciens et Plotin adoptent et développent ce concept, le voyant comme la rationalité immanente dans l'univers. Dans Platon, dans ses dialogues, il associe le logos à la forme de discours rationnel et à la vérité. Le logos est le moyen par lequel les idées éternelles et immuables peuvent être connues. Gonflé. Aristote, lui, le logos est lié à la logique et à la syllogistique. Je ne sais même plus qu'est-ce que ça veut dire. Mais il voit le logos comme l'expression de la raison humaine et le fondement du discours et de l'argumentation rationnelle. Dans le christianisme, Jean s'exprime aussi sur le logos. Dans le Nouveau Testament, il associe le logos à la parole divine incarnée en Jésus-Christ, unifiant la philosophie grecque et la théologie chrétienne. Et maintenant, nous allons voir carrément à l'intérieur des deux logiques, donc le tétralemme dans la philosophie orientale. Le tétralemme, vous allez voir qu'est-ce que c'est, ou s'appelle aussi Catuskoti en sanskrit, est une méthode de raisonnement développée dans la philosophie bouddhiste, notamment par Nagarjuna, on en a parlé avant. Le tétralemme offre 4 alternatives pour analyser une proposition. Par exemple, on va prendre 2 exemples. A, c'est vrai. A, c'est faux. A, c'est à la fois vrai et faux. Et A n'est ni vrai ni faux. Alors, si on en utilise, par exemple, par rapport, vu qu'on parle d'identité par rapport à la vision ontologique donc de l'être, 1, être. 2, non-être. 3, être et non-être. Et 4, ni être ni non-être. Alors, Nagarjuna utilise le tétralemme pour déconstruire les concepts et révéler la vacuité, donc le sunyata, de tous les phénomènes. Il démontre que les oppositions binaires vrai et faux sont insuffisantes pour comprendre la nature de la réalité. En utilisant le tétralemme, il cherche à montrer l'interdépendance et l'absence des sens propres des phénomènes. Ça, on l'a dit même avant. Donc, les différences fondamentales entre le logos et le tétralemme, le logos donc des anciens grecs, Aristote, etc., et le tétralemme de cet Indien, mais aussi dans tout l'Orient, c'est une autre approche donc de la vérité et de la réalité. Donc, le logos en Occident est associé à la logique, à la raison, à la recherche de vérité absolue et universelle. Il privilégie une approche analytique et binaire de la réalité, cherchant à définir et à catégoriser. Donc en fait, le logos, on l'appelle aussi le tiers exclu, c'est-à-dire que si on prend encore ce qu'on a vu avant, être, non-être, être et non-être, ni non-être, pour le logos aristotélicien, donc les anciens grecs et jusqu'à nous, c'est plutôt être, non-être et il n'y a pas de demi-mesure, donc le tiers exclu, c'est-à-dire qu'on exclut le troisième terme. Il n'existe pas pour le logos occidental. Donc, on a dit que Nagarjuna démontre les oppositions binaires, ça on l'a déjà dit, et donc, dans le tétralemme en Orient, met en avant la complexité et la multiplicité des perspectives, il déconstruit les oppositions binaires et souligne la nature interdépendante et changeante de la réalité. Il cherche à transcender les catégories rigides pour parvenir à une compréhension plus élargie. Dans le logos, là, on essaye de toujours passer du logos et du tétralemme oriental. Le logos, il est utilisé comme un discours rationnel, de logique formelle et d'argumentation. Il est central dans la philosophie, les sciences et la théologie en Occident.
Le tétralemme est plutôt une méthode de déconstruction et d'analyse non dualiste. Il est employé pour montrer les limites de la pensée conceptuelle et pour guider vers une compréhension directe et intuitive de la vacuité. En fait, c'est un rapport pour comprendre la réalité telle qu'elle est. Donc, si on veut regarder la finalité et l'objectif de ces deux manières de comprendre le monde, le logos vise à établir des vérités rationnelles et cohérentes. Il cherche à comprendre et à expliquer le monde de manière logique et systématique. Dans le tétralemme oriental, il cherche à transcender les notions conventionnelles de vrai et faux pour révéler la nature ultime des choses. Il vise à libérer l'esprit des attachements au concept et à l'illusion de la permanence. Donc, en conclusion, le logos et le tétralemme représentent deux approches philosophiques si différentes et qui reflètent les traditions intellectuelles de l'Occident et de l'Orient. Le logos est axé sur la rationalité et la logique, cherchant des vérités absolues et universelles. Le tétralemme, en revanche, met en avant la complexité et la relativité des perspectives. Je me répète à dessein. Déconstruisons les oppositions binaires pour révéler la vacuité et l'interdépendance de tous les phénomènes. À mon avis, ensemble, ils offrent une richesse de perspectives pour comprendre la réalité et la nature de la connaissance et surtout se débarrasser de tous ces échafaudages interprétatifs où on essaie de mettre la réalité dans nos cadres de pensée. Et donc, on finit cette émission, toujours en compagnie avec Jean-Luc Arditi à la technique et moi-même au micro. Vous êtes sur Radio Shansen, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.